Bonsoir à tous. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, cher Michel, de votre présence au CNAM ce soir. C'est comme vous pouvez le voir dans la salle. Michel, c'est un titre permanent, tandis que le ministre, c'est un titre rétrospectif. Oui, alors, merci aussi, Monsieur le Commissaire, qui est aussi... L'état de la salle vous prouve à quel point votre présence était à la fois attendue, ça je le sais de mes élèves, et appréciée ce soir, dans une période qui est quand même tout à fait charnière, le soir du Conseil européen, où ils discutent du budget, mais ce n'est pas sans relation avec notre sujet, et quelques jours avant que vous receviez officiellement, le 25 février, le mandat de négociation qui va vous occuper toute l'année pour définir la deuxième phase des négociations avec le Royaume-Uni. Et donc, vraiment, c'est un très très grand merci. Vous étiez venu en septembre 2017 et à l'époque, en fait, ce que vous nous avez dit s'est réalisé. Donc j'espère que ce que vous allez nous dire ce soir va être la vérité en février 2021 et qu'on pourra s'en réjouir. Je voudrais juste, même si vous n'avez pas besoin d'être présenté, rappeler rapidement quelques étapes de votre carrière, juste insister sur le fait que vous avez deux ancrages, la France et l'Europe, que vous avez été élu le plus jeune député de France quand même il y a quelques années, que vous avez occupé plusieurs postes ministériels en France, dont celui des affaires européennes et affaires étrangères, et que en Europe, vous avez occupé également énormément de fonctions, en particulier donc des postes de commissaire au marché intérieur et affaires financières. Vous avez été aussi le représentant de la Commission pour la Convention sur l'avenir de l'Europe que présidait à l'époque Valéry Giscard d'Estaing sur les questions de défense. Et vous êtes, depuis le 27 juillet 2016, le négociateur en chef de toutes les négociations avec le Royaume-Uni. Et donc, merci infiniment. Avant d'entamer une année que je pense très très dense, merci d'avoir pris le temps de venir au CNAM et nous sommes toutes oui. Ça, ce sont les journaux, ça. Oui, pardon, j'avais pas l'intention de vous les piquer. Alors, voilà. Bien. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'étudiants du CNAM ou non étudiants de prendre le temps de cette rencontre et de ce dialogue que je vais introduire en vous disant nous en sommes dans cette négociation extraordinaire qu'est le Brexit et la suite du Brexit. Et merci Nicole de votre amitié, de votre fidélité. J'essaie d'y répondre, enfin qu'elle soit réciproque. Donc voilà, je suis content de revenir devant vous. Nous avons avec Nicole Dexotto une longue complicité, donc je suis heureux de la confirmer. Et je suis heureux de vous saluer dans la diversité de vos engagements et de vos sensibilités. Vous avez indiqué mon attachement à mon pays, ce qui est la moindre des choses que d'être patriote. Mon engagement européen, vous avez oublié de dire que j'étais savoyard, ce qui compte beaucoup pour moi parce que, oui c'est ça, oui, mais c'est quand même là que se trouvent mes premières émotions politiques, mes fidélités, mes racines. Et ça compte parce que je reste très marqué parce que j'ai appris pendant les presque 20 ans où j'ai dirigé ce département, dont 10 ans avec Jean-Claude Killy pour organiser les Jeux Olympiques d'Albertville, 10 ans pour 16 jours. Hein. C'est un good training for the Brexit. Hein, c'est pas, voilà. Quant au fait d'avoir été à une certaine époque le plus jeune député de France, je dis souvent que c'est un titre qu'on perd assez vite. Alors, mais néanmoins, mesdames et messieurs, je dois vous dire que je garde, par rapport à cette période de la Savoie où j'ai été élu pour la première fois, j'avais 22 ans comme conseiller général d'un superbe canton, le canton de Haute-Tarentaise, de Val d'Isère et Tignes, Bourg-Saint-Maurice, je garde la même capacité d'indignation et la même capacité d'enthousiasme que lorsque j'avais 22 ans. Donc voilà.
Et c'est très important de compenser les cheveux blancs par cette capacité intacte d'indignation et d'enthousiasme. Et donc c'est avec cette capacité-là que je m'occupe désormais de cette extraordinaire négociation qui m'a été confiée par le président de la Commission européenne, M. Juncker, aujourd'hui la nouvelle présidente Ursula von der Leyen, et les 27 chefs d'État de gouvernement et le Parlement européen, comme leur négociateur avec les Britanniques. Peut-être puis-je commencer par vous montrer, il faut que je vois si ça fonctionne correctement. Je vais trouver comment ça fonctionne. Si ça fonctionne. Hein. Ça devrait. Oui. Voilà. Quelques mots du contexte géoéconomique dans lequel se situe ce Brexit par rapport à chacune de nos nations. Cette slide-là, elle a été publiée il y a 6 ou 7 ans par M. Cameron. Vous vous souvenez de M. Cameron, hein, Premier ministre britannique. À l'époque, il publie une brochure pour soutenir les efforts que je faisais comme commissaire européen chargé du marché intérieur et des services financiers. Ce n'est pas une brochure pour soutenir ce que je faisais sur la régulation financière, ça aurait été trop beau, mais sur ce que je faisais pour le marché intérieur qui a toujours été très important pour le Royaume-Uni. C'est même, de mon point de vue, pour le marché unique, à l'époque le marché commun, qu'ils ont adhéré à l'Union européenne ou à la communauté européenne en 1972-73. Et donc M. Cameron publie cette slide que je montre assez souvent parce que pour moi c'est le monde tel qu'il est et là où nous sommes dans ce monde-là. Cette slide, elle montre le G8, ça pourrait être le G10, des pays par leur importance économique dans le monde. Elle montre aujourd'hui 4 pays européens sur 28 ou 27 qui font encore partie du G8 et tous les 10 ans, parce que dans ce monde, personne ne nous attend, mesdames et messieurs. Hein. Personne ne nous demande la permission. Ni les Américains, ni les Chinois, ni l'Inde, ni le Brésil, ni les Russes. Parfois, on nous espère encore, mais plus personne ne nous attend. Hein. Dans ce monde-là, tous les 10 ans, un des 4 pays européens est éjecté du tableau. Et en 2050, seule l'Allemagne reste encore dans le G8. Pour combien de temps? Pas forcément éternellement. Alors j'ai utilisé les mêmes chiffres en les actualisant pour montrer ce que ça donne quand on est ensemble ou quand on est seul. Et quand on est ensemble, on a une possibilité, pas une certitude, de rester à la table de ceux qui vont aujourd'hui ou qui vont organiser demain l'ordre ou le désordre du monde. Et si on est seul, on est progressivement éliminé. Voilà. Et c'est dans ce contexte géoéconomique et géopolitique que le Royaume-Uni a choisi souverainement d'être solitaire plutôt que de rester solidaire. Ce tableau, il montre une chose, c'est que si on veut rester à la table, il faut être ensemble. Si on n'est pas ensemble, inexorablement, on devient sous-traitant ou sous influence des autres. On devient spectateur de notre propre avenir, de notre propre destin, au lieu d'en être acteur. Et moi, je ne me suis pas engagé quand j'avais 15 ou 16 ans, même un peu plus tôt pour le général de Gaulle, à l'époque, pour être spectateur. Et vous n'êtes pas citoyen, parfois élu ou responsable, en tout cas citoyen, vous êtes responsable pour être spectateur. Et si on ne veut pas que notre pays, notre patrie, dans cet ensemble européen, soit spectatrice, il faut être européen en plus d'être patriote. Voilà ce que je pense. Je dis bien en plus, pas à la place. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai jamais accepté de recevoir une quelconque leçon de patriotisme de Madame Le Pen ou de Monsieur Mélenchon. Mais j'ajoute à cette dimension patriotique l'engagement européen. Je me souviens d'une conférence
qu'avait donné un de mes anciens collègues de la Commission européenne, Chris Patten. Catherine, vous l'avez connu, Chris Patten, qui était le dernier gouverneur de Hong Kong. Et ensuite, j'ai retrouvé dans la commission Prodi à mes côtés, à la même table. Un jour, il a fait une conférence. Il est toujours conservateur britannique et britannique. Et il a fait une conférence sur le thème « Est-ce que la défense de l'intérêt national doit-elle toujours être nationale ?» La défense de l'intérêt national doit-elle toujours être seulement nationale? Moi, je ne le pense pas. Je pense que dans le monde tel qu'il est, tel qu'il va, quand on observe les yeux ouverts, lucidement, pas dans un rétroviseur, lucidement, le monde tel qu'il va, et les challenges que l'on doit, les défis que l'on doit relever, le plus grave étant le changement climatique, le plus profond, le plus durable, mais aussi celui de la pauvreté. L'Afrique est souvent chez nous. Le défi technologique avec ces grandes multinationales, la maîtrise des flux financiers, de la finance mondiale, évidemment la sécurité ou la stabilité de notre continent, la lutte contre le terrorisme qui utilise toutes ces faiblesses. Quand on regarde ces défis-là, on ne peut pas ne pas voir qu'on ne gagne, qu'on ne les relève, qu'on ne se défend, qu'on ne se protège qu'ensemble, en ayant une voie, une économie, une capacité suffisante. Sinon, on est foutu, voilà ce que je pense. D'une manière ou d'une autre, à plus ou moins long terme, on devient sous-traitant et sous influence. Voilà, ça c'est le contexte dans lequel le Royaume-Uni a choisi d'être seul. Moi, je dois vous dire franchement que j'ai beaucoup d'admiration pour ce pays, pour un certain nombre de ses responsables, à commencer par Winston Churchill. Lorsque j'avais 22 ans, au moment où j'ai été élu conseiller général de Bourg-Saint-Maurice, j'ai participé à une campagne référendaire, dont vous vous souvenez pour certains d'entre vous, que M. Pompidou avait organisé, un référendum. Le premier référendum où le peuple de France s'est prononcé sur une question européenne, c'était précisément en 1972 pour l'adhésion de 4 pays à la communauté européenne, l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège. Et bien qu'étant membre du parti gaulliste, j'ai fait campagne pour le oui. Et je n'ai jamais regretté, malgré toutes les réticences qu'avait eues le général de Gaulle pour cette adhésion, je n'ai jamais regretté d'avoir modestement favorisé ou facilité cette adhésion, parce que je pense que si on regarde bien ce tableau, et il ne fait que s'aggraver, on a des raisons d'être ensemble plutôt que chacun chez soi ou chacun pour soi. Voilà. Depuis 3 ans et demi maintenant, avec une équipe exceptionnelle, j'ai travaillé à l'unité des Européens, qui a été cultivée et maintenue, elle n'est pas tombée du ciel, pour affronter cette décision extraordinaire qu'un des pays membres de l'Union quitte cette Union. Ce qui d'ailleurs prouve en passant qu'on n'est pas dans une prison quand on est dans l'Union européenne. On peut la quitter en assumant ses responsabilités, en assumant les conséquences, mais on peut la quitter. C'est une question importante, on peut y revenir dans le débat si vous le souhaitez, que de savoir, au-delà des conséquences du Brexit sur lesquelles je vais revenir, quelles sont les leçons du Brexit. Pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe? C'est sans doute une question trop tardive vis-à-vis et pour le Royaume-Uni lui-même. Ce n'est pas trop tard pour d'autres pays ou pour d'autres régions. Et je recommande que les dirigeants, les hommes politiques, s'ils veulent affronter l'avenir avec lucidité, passent un peu de temps sur ces leçons du Brexit et essaient d'en comprendre les raisons et aussi d'en tirer les conséquences. J'ai quelques idées sur ce sujet. Quant aux conséquences, ça a été l'objet de cette négociation et ça reste l'objet de la négociation qui va commencer. C'est quoi le Brexit? C'est un divorce voulu par une des deux parties, pas les deux. Je n'ai pas d'expérience personnelle en matière de divorce. J'ai beaucoup d'amis qui en ont.
qui m'ont dit que c'était un moment, une situation difficile, coûteuse, pénible, qui crée beaucoup d'incertitudes pour ceux qui se séparent. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe pour le Brexit, comme un divorce, une séparation. Et nous avons, avec mon équipe, dans les premiers mois, d'octobre 2016 à juin 2017, car nous n'avons commencé la négociation qu'en juin 2017, après les nouvelles élections que Theresa May a organisées au Royaume-Uni, avec un succès mitigé. Nous avons passé ces premiers mois avec mon équipe à mettre objectivement sur papier, sur la table, tous les points d'incertitude, d'insécurité juridique créés par le divorce. Et nous nous sommes dit que la tâche de notre négociation devrait être, à travers un traité, un document juridique, de remettre de la certitude juridique ou de la stabilité là et pour tous ceux pour qui le divorce ou le Brexit crée de l'incertitude ou de l'insécurité. Et c'est ça que nous avons fait. Et c'est ça que nous avons finalement réussi à mettre dans un document qui a été long à être élaboré, surtout très long à être approuvé par la Chambre des communes. 3 tentatives négatives de Theresa May. Il n'y a eu, pendant le temps où elle a été Premier ministre, que des majorités négatives à la Chambre des communes, jamais de majorité positive. Et puis finalement, Boris Johnson est arrivé. Nous avons conclu cet accord avec lui, avec certains changements par rapport au texte agréé avec Theresa May quelques mois plus tôt. Et lui a provoqué des élections, les a gagnées et a pu faire ratifier ce texte. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ? Télégraphiquement, schématiquement, voilà le contenu du traité, qui est maintenant le traité international qui organise de manière ordonnée le divorce. Et ça vaut beaucoup mieux d'organiser un divorce de manière ordonnée plutôt que de manière désordonnée. Il y a d'abord une réponse juridique pour les citoyens. 4,5 millions de personnes sont concernées par ce traité sur ce sujet de leur sécurité des droits qu'ils ont acquis dans le passé ou qu'ils acquièrent en ce moment ou qu'ils vont acquérir jusqu'à la fin de cette année. Nous parlons des droits de résidence, des droits sociaux. Il y a 3,5 millions de citoyens européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni, qui sont concernés, et 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent chez nous, de la même manière. Mutuellement, réciproquement, nous avons décidé de garantir les droits de toutes ces personnes pour eux-mêmes, pour la durée de leur vie et pour leur famille. Je parle bien des droits que ces personnes-là, dans une situation aujourd'hui, acquièrent ou vont acquérir jusqu'à la fin de cette année. Après, c'est une toute autre histoire. Il y a un papier dans Le Monde d'aujourd'hui, pour ça que je tenais à mon journal d'ailleurs, qui décrit la nouvelle politique d'immigration que M. Johnson est en train de mettre en place à partir du 1er janvier prochain et qui change radicalement les conditions d'entrée au Royaume-Uni. Le Monde écrit même qu'avec cette politique, si elle avait été appliquée rétroactivement, 70% des citoyens européens qui vivent et sont entrés pour travailler, souvent qu'on a appelé au Royaume-Uni, n'auraient pas pu entrer au Royaume-Uni. 70% des 3,5 millions de personnes que je viens d'évoquer. Donc c'est une autre histoire que celle d'entrer au Royaume-Uni, et peut-être pour les Britanniques aussi d'entrer chez nous, après le 1er janvier prochain. Mais c'est un point acquis, définitivement, avec ce traité. Le règlement financier, on en a beaucoup parlé, c'était un point de crispation, un point dur dans la négociation. De quoi s'agit-il ? Le budget européen est construit non pas comme un budget français ou comme le budget d'une collectivité territoriale. Sur une année, il est construit sur 7 ans. Tous les 7 ans, c'est l'objet précisément du Conseil européen des chefs d'État qui sont réunis depuis midi aujourd'hui, et ça va être très difficile. Tous les 7 ans, il y a un moment de tension, parfois plus, pour qu'on se mette d'accord, les 28 pays, aujourd'hui les 27,
sur des politiques qu'on conduit pendant 7 ans et sur le budget qui sont au service de ces politiques. Ce n'est pas un budget gigantesque. Hein. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB européen. Ça, quand certains parlent d'un État fédéral européen, ça veut dire quoi? Un État fédéral avec un budget d'1%. Mais c'est quand même beaucoup de milliards au total. Donc il faut se mettre d'accord. Et on se met d'accord, et une fois qu'on est d'accord, chacun prend sa part. Certains donnent plus qu'ils ne reçoivent, d'autres reçoivent plus qu'ils ne donnent. Les Britanniques payent 14% de tout. Et donc ce qui a été agréé avec eux, ce n'est pas une exit bill, ce n'est pas un chèque pour sortir, c'est simplement que ce qui a été décidé à 28, avec eux, sera payé à 28. Tout. C'est beaucoup d'argent. Je n'ai jamais cité de chiffres, je n'en citerai pas ce soir, mais les engagements pris par le Royaume-Uni en tant qu'État membre, les engagements immédiats pour le budget de 7 ans, parfois plus lointains, des garanties d'emprunt, seront honorés. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'ont mis autres sujets de la séparation. Les Britanniques, en quittant l'Union européenne et le marché unique, quittent 600 accords internationaux. 600 accords que nous avons signés en tant qu'Européens, en tant qu'Union, au nom des États membres de l'Union, avec des pays tiers, avec des partenaires tiers, l'aviation, la pêche, les commerces et plein de sujets techniques. 600 accords. Tout doit être reconstruit. Mais en quittant tout ça, ça provoque des incertitudes supplémentaires. Et on a essayé de traiter beaucoup de ces incertitudes. Il quitte Euratom, par exemple. Et un sujet qui peut vous intéresser parce que vous êtes consommateur, comme moi, amateur de produits traditionnels, il y a dans ce paquet-là des sujets de la séparation, par exemple, juste un exemple que j'ai dû traiter, les indications géographiques. L'Union européenne protège ses productions agricoles traditionnelles. 3000 indications sont protégées. Pas seulement le Beaufort savoyard, ou le Roquefort, mais aussi le Gorgonzola, la feta grecque, le whisky écossais. Voilà, 3000. Nous sommes convenus avec les Britanniques de protéger réciproquement, dans nos futurs accords, ces indications géographiques. En d'autres termes, quand les Américains et les Anglais vont négocier leur accord commercial, les Britanniques ne laisseront pas entrer sur leur marché un faux Beaufort ou un faux Gorgonzola. Et nous, dans nos futurs accords commerciaux avec l'Australie ou d'autres, nous ne laisserons pas entrer du faux whisky écossais. Je schématise, mais c'est ça que ça veut dire. Hein. Bon. Et puis, évidemment, dans les sujets d'incertitude créés par le Brexit, il y a l'Irlande. Personne n'a été capable jusqu'à maintenant de me démontrer la moindre valeur ajoutée du Brexit. Et pour autant, je souhaite le meilleur au Royaume-Uni, mais même M. Farage, que j'ai reçu à sa demande il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'était un entretien très, très stimulant d'ailleurs, mais il n'a pas été capable de me démontrer quoi que ce soit de la valeur ajoutée du Brexit. Puisque je parle de M. Farage, je peux raconter la dernière partie de notre entretien où je lui ai dit, M. Farage, vous avez gagné le Brexit en faisant campagne avec M. Johnson. Nous sommes en train de le délivrer. Le traité est en cours de rédaction. Au-delà du Brexit, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous voyez, vous, la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Quelle est votre vision de notre future relation? Et il m'a répondu du tac au tac, Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist. Lui, je ne parle pas du Premier ministre actuel, que je respecte, je parle de lui et de quelques-uns de ses amis, veulent nous détruire. C'est ce qu'il voulait me dire. De l'intérieur. Nous savons aussi qu'un certain nombre de gens veulent nous détruire de l'extérieur. La question est de savoir si nous nous laissons faire, si nous croyons encore à ce que j'ai essayé de vous dire dans ma première slide, à la nécessité d'être européen en plus d'être patriote, précisément pour être de meilleurs patriotes et plus forts, ou si nous n'y croyons pas. Mais il faut savoir que des forces sont à l'œuvre
à l'intérieur de l'Union, parfois maintenant juste à côté, et parfois de l'extérieur aussi pour détruire le projet européen, qui contrarie parfois beaucoup d'autres forces, beaucoup d'autres intérêts, qui est un écosystème de règles et de lois qui gêne un certain nombre de gens, mais qui nous protège aussi. Donc l'Irlande. Mesdames, Messieurs, l'Irlande est un endroit où se trouvent sur une île 2 pays. Ces 2 pays, le Royaume-Uni et l'Irlande, ont eu une histoire lourde depuis plusieurs siècles. Et plus récemment, il y a eu en Irlande du Nord, la partie rouge de l'île, à la frontière, un conflit terrible. 3500 morts entre unionistes et républicains, catholiques et protestants, un conflit très dur, auquel a été mis un terme en 1998 grâce à des hommes politiques et des femmes politiques courageuses des 2 côtés, des 2 communautés, et grâce à un document qu'ils ont établi qui s'appelle le Good Friday Agreement. Au terme de ce Good Friday Agreement, la paix est revenue, de nouvelles institutions se mettent en place en Irlande du Nord, on coopère de part et d'autre, il y a 140 coopérations entre le Nord et le Sud, soutenues par Londres, par Dublin, par l'Union européenne, par les budgets européens, et il n'y a plus de frontières, du tout, sur l'île. Vous êtes ici où je me trouve, au Royaume-Uni, vous allez au fond de cet amphithéâtre et vous êtes en République d'Irlande. Et il n'y a pas de frontières, ni sur les routes, ni dans les champs. C'est la liberté de circulation totale pour les marchandises, les personnes, les animaux. Et c'est une des conditions de la paix. Et tout ça va très bien, aussi longtemps que les 2 pays sur l'île sont dans la même Union européenne, dans le même marché unique, dans la même union douanière. Mais le jour où, et ce jour est arrivé, où la partie rouge, l'Irlande du Nord, qui fait partie, et nous n'avons jamais discuté de cette question, qui fait partie du Royaume-Uni, quitte, alors nous avons un problème sérieux de frontières et de contrôle. Pourquoi? Parce que l'une des réalités que nous avons construites depuis 40 ou 50 ans, et qui fait notre force, c'est le marché unique. Le marché unique, c'est cet ensemble qui est bien davantage qu'une zone de libre-échange, qui est un écosystème complet de normes, de règles, de droits pour les citoyens, pour les consommateurs, de normes pour les marchandises, de supervision commune pour les services financiers, de régulation commune, de certification commune, et au-dessus de tout, une cour de justice qui est la juridiction commune. Voilà ce que c'est que le marché unique. Et pour que ça fonctionne, on a décidé qu'entre nous, dans cette union, il n'y aurait pas de frontières économiques, mais que les frontières extérieures seraient contrôlées de la même manière et ensemble, ce qui veut dire que tout produit qui entre dans cet ensemble, dans le marché unique, doit être contrôlé ou peut être contrôlé sous 3 aspects. La protection des consommateurs que vous êtes. On interdit un certain nombre de produits d'entrée dans le marché unique. On ne veut pas des poulets chlorés américains. On fait attention de ne pas laisser rentrer des animaux malades. Donc la sécurité des personnes, la sécurité alimentaire, aussi la santé publique sont concernés par ces contrôles. Deuxièmement, on contrôle les produits pour, le cas échéant, leur faire payer des taxes ou des droits de TVA ou des droits de douane. Et ça alimente le budget de chaque pays de l'Union ou le budget européen. Et enfin, on contrôle les produits pour protéger les industries contre la contrefaçon. La contrefaçon, elle détruit 250 000 emplois par an en Europe. Donc on protège, on évite la contrefaçon, et Dieu sait si ce qui vient de Hong Kong ou d'ailleurs pose des problèmes quelquefois, et on contrôle les produits pour qu'ils respectent les normes que nous imposons chez nous à nos industriels, à nos artisans. Alors le problème que nous avons là, c'est précisément celui-là, parce que désormais, la frontière
la frontière du marché unique, la frontière extérieure, passe entre la partie rouge, l'Irlande du Nord, et la partie bleue, la République d'Irlande. Et là, nous devons contrôler. Nous devons, pour protéger les consommateurs que vous êtes, les entreprises et les budgets. Et on ne peut pas refaire de frontières. Parce que si on fait une frontière, on provoque à nouveau des troubles, ou on prend le risque de troubles nouveaux. Donc, nous avons cherché une solution pour un problème créé par le Brexit. C'est le Brexit qui crée le problème et rien d'autre en Irlande, alors que la paix est très fragile, je peux vous le dire. Je suis allé au sud de l'Irlande du Nord, dans un village qui s'appelle Dungannon, au sud de Derry-Londonderry, où il y a eu de très graves incidents avec beaucoup de morts pendant le conflit d'Irlande du Nord. Et j'ai rencontré là un groupe de femmes en privé, il n'y avait pas de journalistes, qui m'ont expliqué ce qu'ils faisaient pour la formation sur le plan social d'un part et d'autre de la frontière. Et mesdames et messieurs, ces femmes pleuraient. C'était il y a 2 ans, elles pleuraient en me disant « il ne faut pas que ça recommence. On ne veut pas que ça recommence. » Et donc, je n'ai pas oublié ça, ce qui prouve d'ailleurs qu'en Irlande, la question n'est pas d'abord celle de la technique, des douanes ou des produits, mais celle des gens, de la paix. Et j'ai cette exigence-là dans ma tête depuis le début de la négociation. Donc, nous avons cherché une solution. J'avais proposé que l'Irlande du Nord soit incorporée exceptionnellement dans le territoire douanier européen. C'était une idée simple. Madame May n'a pas pu accepter ça à cause du parti qui la soutenait, un parti d'Irlande du Nord, le parti DUP, c'était les 10 voix qui constituaient sa majorité fragile à Westminster, 10 voix de députés de ce parti. Elle m'a demandé de travailler une autre solution que j'ai trouvée avec elle, qui était de mettre tout le Royaume-Uni dans notre union douanière. C'est une solution temporaire, mais sans limite dans le temps. En anglais, on dit « until et unless », aussi longtemps qu'on ne trouvera pas une autre solution, dans le cas d'un futur accord sur la future relation, ou un accord spécifique sur l'Irlande pour éviter qu'il y ait une frontière, « until et unless », le Royaume-Uni tout entier se serait trouvé dans notre union douanière. Et Mme May avait demandé cette solution, que nous avions acceptée. Et puis là-dessus, elle quitte le gouvernement, M. Johnson arrive et lui dit « pas question de ce backstop, de cette solution-là, until et unless, parce que pendant ce temps-là, mon pays ne pourra pas avoir sa politique commerciale autonome, ne pourra pas retrouver sa souveraineté commerciale, ne pourra pas négocier des accords avec M. Trump ou avec les Chinois. Pas question. » Et donc, nous avons cherché une solution différente qui permette de résoudre la quadrature du cercle, que les contrôles soient faits, qu'on protège les citoyens et les consommateurs et les entreprises du marché unique européen, et y inclut ceux d'Irlande, qui fait partie de ce marché unique, qu'il n'y ait pas de frontières, qu'on préserve ce qu'on appelle en anglais le All Ireland Economy, l'économie à l'échelle de l'île, et enfin que l'Irlande du Nord reste bien, non seulement politiquement et institutionnellement, mais aussi économiquement dans le territoire douanier du Royaume-Uni. Et nous avons trouvé une solution complexe, particulière, qui, elle, n'est pas temporaire, qui est dans le traité, là, c'est le protocole irlandais, au terme de laquelle toutes les marchandises qui rentreront, d'où qu'elles viennent en Irlande du Nord, seront contrôlées par les autorités britanniques sur les critères et selon les critères de l'Union européenne. Le code douanier européen s'appliquera en Irlande du Nord. La politique des aides d'État s'appliquera en Irlande du Nord. La Cour de justice continuera à jouer son rôle. Et voilà comment nous avons trouvé une manière de régler la question. Ça, c'est une slide un peu techno, j'en conviens, mais qui explique le type de contrôle. Je ne parle pas de frontières, je ne parle pas de barrières. Je parle en anglais, on dit checks and control. Comme ils existent déjà à Belfast, même maintenant, même le Royaume-Uni, jusqu'au 1er février, membre de l'Union européenne, qui avait déjà des contrôles à Belfast pour, par exemple, des parties des animaux importés de Grande-Bretagne
ou venant de Grande-Bretagne. Pourquoi ce sujet est important? Toute vache, tout animal vivant qui arrive de Grande-Bretagne et qui arrive de Grande-Bretagne en Irlande du Nord, en même temps qu'elle entre en Irlande du Nord, rentre sur le marché français, sur le marché allemand, sur le marché belge, en même temps que sur le marché d'Irlande, pour la raison que je vous ai dite. Donc on doit contrôler, pour cette raison-là aussi. Et on se souvient d'où est venue la crise de la vache folle. Voilà. Maintenant, ce traité que vous avez là décrit sommairement, ce traité doit être mis en œuvre, il est ratifié, il doit être mis en œuvre, et c'est un des points dont j'ai la responsabilité, et je vais être extrêmement vigilant pour qu'il soit appliqué et mis en œuvre cette année et opérationnel à la fin de cette année, de manière claire et dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas une banalité que je viens de vous dire, parce que j'entends dire un certain nombre de choses au Royaume-Uni. Le nouveau secrétaire d'État du gouvernement britannique chargé de l'Irlande du Nord a dit il y a 2 jours et demi il n'y aura pas de checks and control à Belfast. C'est précisément le contraire de ce qui est dans le traité. Donc nous attachons du prix à ce que la signature donnée, ce traité soit mis en œuvre dans toutes ses dimensions. C'est aussi une question de crédibilité réciproque et enfin de confiance aussi entre nous. Voilà pour le divorce qui est organisé et ordonné. Maintenant, il faut tout reconstruire avec le Royaume-Uni, puisqu'il quitte l'Union européenne et qu'il quitte dans 11 mois, c'est le point du bas, transition. Au terme d'une période dite de transition, ils quittent le marché unique et l'union douanière dans laquelle ils vont rester encore cette année pour faciliter cette transition. Cette transition, elle pourrait être prolongée d'1 an ou 2 si M. Johnson le voulait, mais il ne le veut pas. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, nous n'avons que 11 mois pour tenter de reconstruire une partie de notre relation et sécuriser un certain nombre d'échanges ou de relations avec lui. Et c'est ça le sujet de la future relation, de cette nouvelle négociation qui m'a été également confiée et que je vais commencer, j'espère, dans quelques jours, normalement le 2 mars, dès qu'on se sera mis d'accord avec les Britanniques, avec les négociateurs britanniques sur le calendrier, les sujets de négociation. On a déjà un document qui nous permet d'écrire ce que nous voulons faire ensemble, ce que nous voudrions faire ensemble. C'est un document qui était à côté du traité, qui s'appelle une déclaration politique de 36 pages. Tout ça est public, hein, mesdames et messieurs. Si vous avez envie de lire le week-end prochain le traité, c'est good luck, mais c'est 600 pages. Plus facile de lire la déclaration politique de 36 pages qui décrit d'un commun accord, M. Johnson et nous, ce que nous voudrions faire dans l'avenir. Mon souci actuellement, c'est que les Britanniques, depuis quelques jours ou quelques semaines, nous disent que ce document ne compte pas, qu'ils n'en font plus la base de notre future relation. Donc nous avons une préoccupation par rapport à ce document, mais quand je mets en œuvre, quand je mets ensemble ce document, voilà ce que je trouve. Quand je mets dans un document schématique la déclaration politique, je trouve un cadre qui décrit la future relation de l'Union européenne et du Royaume-Uni sous 2 grands aspects, sous la forme de 2 grands partenariats qu'il faut maintenant négocier et mettre dans des traités, le partenariat économique et un partenariat de sécurité. Le partenariat économique, c'est le commerce, c'est les transports, l'aviation. De quoi je parle? Les Britanniques, en quittant l'Union européenne, quittent ce qu'on appelle le ciel unique. C'est l'organisation fédérale qui gère tous les mouvements dans le ciel européen, ensemble. Tous les avions qui atterrissent, tous les avions qui décollent, la certification des matériels, les horaires de travail des pilotes, tout ça est géré en commun, à l'intérieur du marché unique. C'est le ciel unique. Ils quittent le ciel unique. Donc si nous voulons que les avions britanniques atterrissent à Charles de Gaulle et que les avions d'Air France atterrissent à Londres, il faut un accord entre l'Europe et le Royaume-Uni pour gérer ces mouvements d'avions. Et eux,
il faut qu'ils renégocient tous leurs accords en tant que pays solitaire avec les Japonais, avec les Américains. Ça, c'est leur problème. Mais nous devons faire un accord. Idem pour les camions. Évidemment, pour le commerce. Nous exportons 8%, 10% de nos marchandises, toutes marchandises confondues, nous, Européens, vers le Royaume-Uni. Eux, ils exportent 47% de leurs produits vers l'Europe. Et donc, est-ce que ces échanges restent les mêmes? Certainement pas. Le premier changement qui va se produire de toute façon le 1er janvier, c'est que tous ces produits sont contrôlés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, puisque nous sommes dans le même marché. Mais quand ils quittent le marché unique le 31 décembre, nous avons l'obligation de contrôle que je vous ai dit tout à l'heure. Donc tous les produits qui vont arriver du Royaume-Uni seront contrôlés du point de vue de leur sécurité sanitaire, alimentaire, éventuellement des taxes, et la sécurité et la réglementation des produits. Ça, c'est de toute façon certain. Et nous avons, en France, recruté 700 douaniers supplémentaires, les Pays-Bas 700, les Belges 400, les Irlandais 500, pour faire ces contrôles. C'est un changement qui est, lui, certain et définitif. Est-ce qu'en plus, il y aura des taxes et des quotas sur ces produits? Le volume des produits importés, des taxes sur chaque produit importé, comme nous en avons vis-à-vis de la Chine ou des États-Unis, ça, c'est l'objet de la négociation qui va commencer. Est-ce que ce sera une relation commerciale zéro quota, zéro tarif ou pas? Et je ne peux pas prédire le résultat, même si nous souhaitons trouver un accord commercial avec le Royaume-Uni qui permette ces échanges très fluides, zéro tarif, zéro quota. Pourquoi je ne peux pas le prédire? Parce qu'il y a, pour nous, une condition qui est très particulière sur le commerce. Nous avons déjà discuté, mesdames et messieurs, avec beaucoup de pays dans le monde d'accords commerciaux, une 60aine de pays. Le plus récent, c'était l'accord avec le Japon, il y a quelques semaines, quelques mois. Avant, ça a été l'accord avec le Canada. Un peu avant, l'accord avec la Corée du Sud. Tout ça pour faciliter les importations et les exportations. Et de mon point de vue, ce sont des accords win-win. D'ailleurs, les flux le prouvent. Tous ces accords, on les a négociés avec des pays qui sont très loin, pas seulement géographiquement, mais qui sont aussi loin sur le plan des normes, des standards. Donc on s'est rapprochés, non pas géographiquement, mais en matière de commerce, pour faciliter l'échange, on a rapproché des normes et des standards. Et donc on a travaillé avec ces pays dans un contexte de convergence réglementaire, pour mieux commercer. Avec le Royaume-Uni, c'est exactement le contraire. Nous sommes totalement intégrés, grâce au marché unique qu'ils vont quitter, et ils vont diverger. Et ils veulent diverger. C'est même l'une des deux raisons, avec la suppression de la liberté de circulation, c'est même l'une des raisons du Brexit. Et la question que nous posons, puisqu'ils veulent diverger, c'est: vous quittez l'Union européenne et le marché unique, est-ce que vous quittez aussi notre modèle social, réglementaire, économique? Est-ce que vous vous éloignez de ce modèle? Et de quelle distance vous allez vous éloigner? Je vais poser la question autrement. Est-ce que vous allez transformer cette divergence réglementaire en un outil de dumping ou pas contre nous? Dumping fiscal, dumping social, dumping environnemental, dumping sur les droits des consommateurs. Et ça, c'est une question importante. Parce que si nous devons ouvrir nos marchés en supprimant les quotas et les tarifs, comme c'est le cas aujourd'hui, garder la même relation au-delà des contrôles, la même relation sur le plan des volumes et des prix. On ne va pas le faire en laissant le Royaume-Uni nous concurrencer de manière déloyale. Et donc dans le document que j'évoquais, la déclaration politique, nous sommes engagés avec M. Johnson à éviter good behavior, une bonne foi. Nous sommes engagés à éviter ce qu'on appelle en anglais des unfair competitive advantages, tous les avantages déloyaux de compétition qu'on pourrait créer les uns contre les autres, pour justement que la règle du jeu, il ne s'agit pas d'éliminer la concurrence, elle existe partout dans la rue,
entre tout le monde, mais la question c'est d'éviter une concurrence déloyale, ce qui est l'objectif progressif de l'Union européenne. Donc voilà, nous sommes sur cette discussion qui est très compliquée, parce que les Britanniques nous disent aujourd'hui qu'il n'est pas question qu'ils soient soumis à une quelconque règle européenne. Je ne dis pas ça, je ne parle pas d'alignement, je dis que nous devons ensemble décider, souverainement, eux et nous, dans notre souveraineté respective, de faire concorder, de faire une cohérence réglementaire pour éviter cette compétition déloyale dans certains domaines. Et c'est le sujet le plus difficile de la négociation qui va s'ouvrir. Et c'est le risque d'échec aussi le plus sérieux. Alors, c'est ce que nous mettons ici dans la partie gauche sous l'aspect level playing field. En anglais, ça veut dire règles du jeu communes. À côté de l'économie, il y a évidemment des relations que nous voulons préserver avec le Royaume-Uni, la coopération entre les universités, la coopération en matière de recherche, Erasmus. Mais ça ne pourra pas se faire dans le même cadre réglementaire et financier qu'aujourd'hui, puisqu'il quitte l'Union. Ça va se faire avec d'autres cadres, d'autres accords financiers et réglementaires. L'autre jour, je recevais le directeur général de l'hôpital Gustave Roussy, qui est d'ailleurs un Néerlandais, et qui m'expliquait que cet hôpital, spécialisé dans la lutte contre le cancer, avait bâti avec une dizaine d'autres hôpitaux européens un network, un cadre de recherche mutualisé contre le cancer. Ça, c'est intelligent. Il y a plein de choses intelligentes qu'on fait comme ça au niveau européen et qu'on ne sait pas d'ailleurs à l'extérieur. On doit continuer cette coopération parce que parmi ces 10 hôpitaux, il y a l'hôpital de Cambridge qui quitte l'Union, qui ne peut plus être subventionné par la politique de recherche européenne comme elle l'est aujourd'hui dans cette recherche. Donc il faut continuer et trouver un nouveau cadre. Voilà le genre de négociation que nous devons conduire. À côté de l'économie, il y a la sécurité et la défense, avec deux sous-piliers, la sécurité intérieure, qui concerne votre sécurité, et la politique étrangère et la défense. Les Britanniques viennent de nous dire qu'ils ne veulent pas formellement discuter de politique étrangère et de défense dans le cadre de cette négociation. Très bien, nous sommes ouverts et nous respectons ça. On verra comment on coopère dans le futur. En revanche, nous sommes obligés, pour certains sujets très pratiques, d'avoir une coopération en matière de sécurité intérieure. Ils quittent Europol, ils quittent Eurojust. Il faut un accord sur l'extradition, le mandat d'arrêt. Nous avons le contrôle des passagers. Nous avons besoin, sur certains sujets très précis, d'accords que nous allons négocier. Et puis, il y a, dans cette slide, 3 boîtes à outils que vous voyez devant vous. En haut, c'est la plus large partie, toutes les nouvelles négociations qu'on doit engager. Au milieu, une boîte à outils d'outils existants disponibles pour des pays tiers, que nous utilisons par exemple pour Erasmus ou la coopération universitaire avec la Norvège ou avec la Suisse ou avec Israël. Et en dessous, dernière ligne, en bleu clair, une boîte à outils d'outils unilatéraux que nous utilisons pour coopérer, mais que nous décidons par nous-mêmes sans négociation. C'est par exemple les équivalences que nous donnons pour certaines institutions financières, ce qu'on appelle les services financiers, ou pour les échanges de données. Ce sont des décisions unilatérales que nous prenons vis-à-vis du Royaume-Uni et que prendront vis-à-vis de nous pour faire coopérer des services financiers. Mais unilatéralement, compte tenu des risques qui s'attachent à ces sujets, la protection des données des citoyens, nous voulons être sûrs de l'équivalence de la protection des données du côté britannique, parce qu'il s'agit d'échanger des données des citoyens européens, parfois des données très personnelles, comme les ADN, pour des questions de sécurité. Et s'agissant des services financiers, il s'agit de la stabilité financière. Je recommande de ne pas avoir la mémoire courte. On doit se souvenir de la crise financière, de la faiblesse des Européens à ce moment-là, 2007-2008, en raison de l'excès de dérégulation, de l'excès d'ultralibéralisme que l'Europe a accepté. Et donc, on a reconstruit un cadre de régulation et nous devons être très vigilants pour préserver la stabilité financière. Si je devais exprimer de manière plus synthétique, c'est ma slide favorite, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus,
quel type de relations nous avons avec d'autres pays. Au haut de l'escalier, nous sommes là, avec ceux qui sont dans l'Union. Cette marche prouve que, en toute hypothèse, la meilleure relation avec l'Union européenne restera d'être membre de l'Union européenne. En dessous, le second best, c'est le modèle norvégien. La Norvège n'a pas voulu être membre de l'Union européenne, mais elle a demandé à ce que son marché national soit intégré à notre marché européen. Ils acceptent toutes les règles, y compris un certain rôle pour la Cour de justice. Ils payent, ils acceptent toute la réglementation européenne et ils acceptent la liberté de circulation des personnes. Tout ce que les Britanniques ne veulent plus. Donc les Britanniques ferment cette porte, comme ils ferment toutes les autres, jusqu'à la dernière slide, le dernier étage, qui est celui des accords de commerce que nous avons signés avec les pays que j'ai cités et beaucoup d'autres, mais qui n'offrent pas les mêmes facilités et les mêmes avantages. Mais nous sommes prêts à discuter sur cette base avec la contrainte nouvelle que je vous ai dite, qui est celle de la proximité britannique. Ce grand pays est là, à côté de nous, il va probablement y rester, et il veut diverger. Donc nous ne pouvons pas avoir la même relation de libre-échange avec ce pays que nous avons avec le Canada ou avec la Corée du Sud, en raison de cette proximité territoriale et géographique. Nous devons faire attention au risque de concurrence réglementaire. C'est pour ça que nous aurons cette règle sur le level playing field. Voilà. J'ai une autre slide qui est encore plus techno, qui montre le calendrier extrêmement contraint dans lequel nous sommes, en raison de la décision britannique, pas la nôtre, de sortir de l'union douanière et du marché unique à la fin de cette année. Et pourquoi ce sujet est important? Parce que les Britanniques ne sont pas comme le Canada ou la Corée du Sud. Non seulement je parle de l'éloignement, je parle de la situation politique et économique. Quand on discute avec le Canada ou la Corée pour se rapprocher, on discute, on négocie, c'est parfois pas facile, on n'y arrive pas. On reste sur le statu quo entre nous et on prend plus de temps. Le Canada, ça a pris 7 ans pour négocier. La Corée, la même chose, donc on négocie, on se rapproche, on aboutit à un accord, très bien. Le Royaume-Uni, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce qu'ils sont dans l'Union, dans ce marché unique, et qu'ils quittent, parce qu'ils veulent le quitter. Donc, si on ne trouve pas un accord sur le commerce à la fin de cette année, ce n'est pas le statu quo. Ils ne veulent pas prendre plus de temps, puisqu'on pourrait en prendre, mais ils ne veulent pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent en arrière dans la situation où ils étaient avant d'entrer dans l'Union, c'est-à-dire dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et c'est là que nous sommes obligés de mettre les uns et les autres des taxes et des quotas sur nos importations et nos exportations. Voilà pourquoi c'est un sujet, ce délai extrêmement sérieux, et que nous devons tenter, nous ferons le maximum, de trouver, s'il y a une bonne volonté réciproque, un accord au moins de base, ce que j'appelle le socle de la future relation, et après quoi nous prendrons plus de temps pour d'autres sujets où il n'y a pas le même risque de rupture que celui que nous avons pour, par exemple, la pêche ou le commerce ou la question de la sécurité intérieure que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Je ne fais pas, mesdames et messieurs, ce travail tout seul. Je le fais avec une équipe que je suis heureux de vous présenter. Elle est exceptionnelle, c'est une 60aine de personnes, moitié hommes, moitié femmes, 18 nationalités. J'ai à mes côtés les 2 femmes qui m'entourent, une femme qui est mon adjointe, qui est espagnole, qui dirigeait le cabinet de M. Juncker, et une autre qui est suédoise et tchèque, qui était dans mon équipe il y a quelques années quand j'étais commissaire. J'avais auparavant 2 autres femmes extrêmement compétentes, comme ces 2-là. L'une, au bout de 3 ans, est devenue directrice générale du commerce à la Commission européenne, donc elle va rester très proche de la négociation, puisqu'on va la conduire ensemble. Et l'autre, Sabine Veillante, la première, et Stéphanie Rizzo, est devenue chef adjointe du cabinet de Madame van der Leyen. Donc cette équipe fait ce travail avec toutes les directions générales de la Commission. Nous rendons compte, on me parle souvent de l'unité des 27 qui ne tombe pas du ciel. Cette unité, je la cultive tous les jours en
rencontrant avec mon équipe 2 à 3 fois par semaine les 27 représentants des 27 gouvernements à Bruxelles, qui sont réunis dans un groupe spécial en permanence. Nous rendons compte, nous disons tout à tout le monde en même temps sur la négociation. Et nous allons continuer. Je fais la même chose au Parlement européen, qui est extrêmement important. Et je visite une fois par semaine une capitale des 27 où je rencontre le Premier ministre, les ministres les plus importants, le Parlement national, les syndicats et le patronat. Voilà. C'est comme ça que nous cultivons l'unité des 27 et c'est comme ça que l'unité des 27 a été maintenue, non pas de manière artificielle, mais par cette confiance et cette transparence qui n'était pas obligatoirement la règle dans l'Union européenne jusqu'à maintenant. Voilà. Juste un clin d'œil pour terminer. J'ai eu droit à la une du Monde avec un dessin de Plantu et j'étais très fier. Voilà. J'espère qu'il n'a pas raison et que vous aurez compris ce que je vous dis. En tout cas, je ne suis pas prêt à recommencer. Merci de votre attention. Merci infiniment. C'était absolument limpide. Mais ce qui n'est pas limpide, évidemment, c'est le futur. Et donc, je vais poser la première question très rapidement. On a l'impression que ça démarre mal. C'est-à-dire que la deuxième négociation n'a pas encore commencé, mais on a vu le négociateur britannique David Frost vous accuser pratiquement d'abus de position dominante, pas vous personnellement, mais l'Union européenne. Monsieur Johnson dit pas un jour de plus, hors de question de prendre plus de temps. À la limite, on a l'impression que les Britanniques n'ont même pas besoin d'avoir une deuxième négociation, tellement ils se sentent enivrés de leur liberté et de leur souveraineté retrouvée. Et de côté français, on a eu une déclaration, notamment de notre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Alors peut-être qu'il parlait plus comme conseiller régional de Bretagne, disant on va s'étriper entre Anglais et Britanniques sur la pêche. Donc c'est quand même très très fort. Alors, est-ce que c'est une posture de négociation avant de commencer, on monte ses muscles et après on espère que les Britanniques vont venir dans un compromis, ou est-ce que vraiment vous craignez qu'il y ait une très forte opposition des Anglais à, comme vous le dites vous-même, converger? Et si vous me permettez, c'est pas une deuxième question, c'est juste une réflexion pour poursuivre. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Je pense personnellement que les Britanniques vont à l'échec total de leur projet. Mais quand même, j'essaye de comprendre. Ils ont quitté l'Union européenne, donc pour être libres, pour n'être plus soumis aux règles dont ils contestent la légitimité démocratique, etc., etc. Et puis pour les Brexiteurs richissimes, parce que c'est quand même eux qui ont porté le mouvement, c'est une façon d'être libre de toutes les règles qui entravent le commerce et permet un ultra-libéralisme encore plus forcené qu'aux États-Unis. Et donc, ils ont quitté l'Europe pour ça, et donc on peut comprendre que dans une négociation de partenariat, ils n'aient pas envie qu'on leur demande de revenir à ces règles. C'est-à-dire l'affaire du règle du jeu égal, on peut comprendre qu'ils sont partis pour être libres et donc ils n'ont pas envie dans cette négociation finalement de revenir aux règles du marché unique. Et donc comment faire pour les convaincre la marge est quand même très étroite. C'est une négociation comme la précédente, extraordinairement complexe et difficile. Donc je ne peux pas garantir que nous allons aboutir. Je le souhaite, je ferai tout pour cela, dans le respect du mandat qui va m'être fixé et qui fixe clairement ligne de force les principes sur lesquels l'Union européenne ne transigera pas. Nous ne transigerons pas sur la protection du marché intérieur, qui est notre principal atout, et nous ne serons pas naïfs. Alors je sais bien que c'est difficile, mais nous ne demandons pas aux Britanniques de suivre aveuglément nos règles. Nous souhaitons simplement, dans certains domaines où il y a des risques de concurrence déloyale ou de concurrence réglementaire, qu'on se mette d'accord souverainement pour être cohérent. Voilà. Et pour tirer cet accord de commerce
vers là où il doit aller, de mon point de vue, comme devraient aller tous les nouveaux accords de commerce modernes, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a signés il y a 30 ou 40 ans et même 10 ans, vers du progrès et de la durabilité. Nous voulons un accord de commerce moderne, de progrès et durable. Donc voilà ce que nous imaginons. Donc qu'on ne régresse pas, qu'on ne fasse pas une course vers le bas, mais qu'on essaye entre nous, en raison de cette proximité, d'aller vers le haut pour la protection des consommateurs, de l'environnement, et éviter la concurrence fiscale ou les aides d'État qui créent des distorsions de concurrence. Donc ça, c'est l'objectif que nous avons. Je l'explique calmement. Nous l'avons toujours dit depuis 3 ans et demi, il n'y a pas de surprise. Et nous savons, les Britanniques savent que pour nous, c'est essentiel. Alors maintenant, ils peuvent préférer sortir de tout, retrouver leur liberté totale. Encore que personne ne met en cause leur liberté. Nous demandons qu'ils exercent cette liberté comme nous exerçons la nôtre pour avoir cette cohérence réglementaire. Dans l'intérêt général, dans l'intérêt d'échanges fluides, sans tarifs et sans quotas. Voilà. Mais on ne va pas ouvrir nos marchés sans tarifs et sans quotas à des produits qui seraient fabriqués de manière grâce à cette concurrence réglementaire. Ça, non, sûrement pas. Donc je pense que je dis ça calmement. Alors actuellement, nous sommes au début d'une négociation qui n'a d'ailleurs pas encore commencé. Chacun s'exprime comme il le souhaite. Moi, je ne changerai pas d'attitude. Je n'ai jamais été agressif dans cette négociation. J'entends pas mal d'agressivité au Royaume-Uni, y compris personnelle. Je ne céderai pas à la polémique. Je suis capable de parler de l'Europe avec beaucoup de passion, encore plus de la France avec beaucoup de passion, mais s'agissant du Brexit, pas de passion et pas d'émotion. Les faits, les chiffres, les bases légales pour aboutir à un accord objectif. Parce que ce qui m'intéresse, voyez-vous, c'est... J'ai appris ça dans ma vie publique depuis assez longtemps, depuis que j'organise les Jeux Olympiques, c'est qu'il faut toujours mettre les choses en perspective. Toujours mettre des moments difficiles, quotidiens, des problèmes, parfois des crises. Ça ne règle pas les problèmes de les mettre en perspective, mais ça les rend plus relatifs et moins difficiles à régler. À ce que j'ai observé dans ma vie. Quand on relève la ligne d'horizon, que les gens, comme vous et moi, on lève les yeux, on voit quelque chose. C'est un peu d'ailleurs le problème que nous avons en France, si je puis dire. Quand on lève les yeux et qu'on voit quelque chose, c'est mieux que de ne rien voir et chacun est sur soi-même et de se replier sur soi-même. Donc je vais toujours constater quand on mettait les choses, quand on mettait une perspective au-dessus des problèmes, les problèmes sont moins difficiles à régler. Et c'est quoi la perspective? La perspective, c'est la paix en Irlande, qui est toujours fragile et qui reste fragile. Donc l'application de l'accord intelligemment. La perspective, c'est d'avoir avec le Royaume-Uni, qui est un grand pays, proche, qui va compter dans l'avenir, une relation intelligente. J'ai dit que si on faisait tout ce qui est dans cette slide, si on fait tout ce qui est dans cette slide, on aura avec ce pays tiers, ce pays qui n'est pas dans l'Union, une relation sans précédent. Si on fait tout ça, ça demanderait beaucoup de temps. Tout ce qui est là-dedans, si on le construit, il n'y aura pas un autre pays dans le monde avec lequel on aura une relation aussi diverse et aussi précise. Voilà. Et puis la troisième perspective, c'est que les Européens, en tirant les leçons, utilisant l'unité qu'ils ont dans le Brexit, utilisent cette unité pour construire un agenda positif. C'est ce que fait la nouvelle présidente de la Commission, Mme von der Leyen, quand elle parle de Green Deal, de changement climatique, de l'indépendance technologique ou numérique. Voilà, moi je trouve que c'est très important de garder cette perspective en tête. Voilà. Mais bon, je ne peux pas préjuger de la négociation et vous dire comment elle va se terminer. Voilà. Je vous en prie. Dans la salle, question. Micro prêt. Oui, je vous en prie. Monsieur et madame là-bas. Vous allez beaucoup courir. Qu'est-ce qu'il en est de l'Écosse? Et madame, on va prendre deux. On va prendre 3 questions comme ça. Sur les 4 volets de négociation que vous avez énumérés, donc le social, le fiscal, l'environnement et les droits des consommateurs, ne pensez-vous pas que le social
et le fiscal sont déjà compromis? C'est une question. Hein. Et une dernière. Monsieur. Qui donc? Monsieur. Ah, alors, monte. Après. Monsieur le ministre, bonsoir. Ma question, en fait, elle est simple, c'est qu'on a cru entendre ces derniers jours un peu de difficulté pour les Européens, pour les 27, à parler d'une même voix par rapport aux Britanniques. Donc, si c'est une question que vous pouvez évoquer ce soir devant nous, ça m'intéresserait de savoir si ces divergences dont la presse s'est fait l'écho ont quelques fondements. Merci. Alors, je vais aller du général au particulier. Qu'il y ait des discussions entre les 27, mais c'est le contraire qui serait surprenant. Nous sommes 27 nations, des grands pays, des plus petits, des pays plus lointains du Royaume-Uni, géographiquement, qui commercent moins avec lui, d'autres très proches, la France étant l'un des plus proches avec l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, des pays qui ont des flux économiques, des sujets très particuliers, comme la question des pêcheurs. Il y a 8 pays dont les pêcheurs pêchent une majorité de leurs captures dans les eaux territoriales britanniques, dans le cadre de la politique européenne de la pêche. Les Britanniques retrouvent leur souveraineté. Nous devons discuter de l'accès réciproque des pêcheurs britanniques à nos eaux, et de l'accès de nos pêcheurs aux eaux britanniques, et aussi de l'accès réciproque de nos marchés. Les Britanniques exportent 60% de leurs produits transformés de la pêche vers le marché unique. Donc tout ça, il y a des proximités aussi culturelles, idéologiques entre certains pays de l'Union ou certains gouvernements. Et donc il faut tenir compte de tout ça. Et moi, je vis avec ces sensibilités que j'écoute et entre lesquelles j'essaie de trouver une ligne commune. C'est ce que nous avons fait depuis 3 ans et demi. Et on va continuer à le faire. Donc aujourd'hui, il y a des discussions au Conseil des ministres sur le mandat qui doit m'être confié. Certains pays disent, ah ben nous, c'est la pêche, très bien. D'autres disent les services financiers. Donc d'autres disent, on veut absolument des règles de level playing field. C'est notre pays, la France, qui dit ça partout. Donc il y a une discussion, mais qui est normale. Encore une fois, c'est le contraire. Mais la semaine prochaine, on va se mettre d'accord et j'aurai un mandat pour négocier, sur la base duquel je rendrai compte régulièrement. Je n'exclus pas qu'il y ait d'autres différences ou d'autres sensibilités qui s'expriment tout au long de la négociation. Mais ça, c'est normal. Nous ne sommes pas, mesdames et messieurs, nous n'avons jamais voulu être, même si certains l'ont souhaité, une fédération. Nous ne sommes pas un État fédéral. Nous sommes 27 nations, au lieu de 28, qui ont chacune leur identité, 24 langues, des cultures différentes, des traditions, des sensibilités, parfois des idéologies différentes. Et donc ce que nous faisons dans l'Union européenne, qu'on n'explique pas suffisamment, c'est pas de fusionner ces pays. On ne veut pas un seul peuple, on ne veut pas une seule nation européenne. Il y a 27 peuples, 27 nations, 24 langues, des tas de cultures nous avons chacun une différence. Et nous tenons à notre différence. Et on doit respecter celle des autres. Donc c'est pas facile que ça fonctionne. Donc ça explique le temps que je passe pour écouter, pour mettre ensemble tout le monde. Ça, c'est mon travail. Parfois, je donne cet exemple, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais quand je suis au Conseil des ministres, au Parlement, il y a des cabines comme ça, comme celles qui sont juste derrière vous. Et il y a 24 cabines actuellement, dans la grande salle du Parlement ou à la salle du Conseil des ministres, Catherine, que vous connaissez bien. Dans chaque cabine, il y a 2 interprètes. Ça coûte très cher, hein, très compliqué. Et chaque fois que j'ouvre la bouche en français, quand je parle français, je suis traduit dans 23 autres langues simultanément. Ça coûte très cher, c'est très compliqué. Ça pourrait être beaucoup plus simple. On supprime les cabines, on fait des économies d'ailleurs, et on parle tous la même langue. L'anglais. Si c'est pas ça qu'on veut, et c'est pas ça que nous voulons, même si l'anglais restera une des langues officielles en raison de Malte et de l'Irlande, si c'est pas ça qu'on veut, on doit accepter la complexité des cabines, si je puis dire. Donc je recommande que les Européens, les hommes politiques français ou les femmes politiques qui ont l'habitude beaucoup d'entre eux de raser les murs quand on parle d'Europe et de voir l'Europe honteuse,
prennent le temps d'expliquer cette complexité, parce que c'est une réponse à Madame Le Pen ou à Monsieur Mélenchon. C'est une réponse qui explique que nous ne sommes pas en train de fusionner tout le monde au mépris de la différence de chacun. Ça explique pourquoi l'Europe est compliquée. Parfois, il y a de la bureaucratie excessive, c'est sûr. Encore qu'en cherchant bien, on trouverait de la bureaucratie ailleurs qu'à Bruxelles, hein, probablement. Mais il faut expliquer cette complexité-là, parce que c'est le prix à payer pour que l'Europe soit unie sans être uniforme. De Gaulle, qui a beaucoup compté pour moi, il disait dans un discours, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. On ne veut pas être broyé comme dans une purée de marrons, on veut garder notre identité. Donc pardon de ma réponse un peu longue, mais ce débat-là, il est normal. Et pour trouver une ligne commune, ça demande du temps, du respect, pas d'arrogance, de l'écoute et des positions communes. Dans la négociation, madame, sur cette négociation commerciale, il faut bien comprendre que les Britanniques quittent toutes les règles, quittent notre ordre juridique, ne reconnaissent plus la Cour de justice, veulent être capables de diverger. Ils nous disent que leurs règles leurs standards sont meilleurs que les nôtres, sont très importants. Très bien, nous avons les mêmes standards actuellement. Nous voulons simplement être sûrs que dans un domaine où on va fabriquer des produits qui vont arriver chez nous, non seulement ces produits devront respecter nos règles à nous pour la sécurité alimentaire ou des consommateurs, mais devront être fabriqués de manière loyale. C'est ça que nous demandons. Voilà. Et donc nous allons regarder, mais on ne veut pas demander aux Britanniques de suivre les règles automatiquement de l'Union européenne alors qu'ils sont dehors. On ne peut pas demander ça. On leur demande souverainement, s'ils veulent commercer sans quota et sans taxes et sans tarifs douaniers avec nous, zéro tarif, zéro quota, qu'on soit aussi capable de dire zéro dumping. Voilà. C'est ça le sujet. Hein. Et nous n'y sommes pas. Ça sera le sujet, je le répète, le plus difficile de la négociation. Et ça peut être un sujet d'échec aussi, la négociation. L'Écosse, moi depuis 3 ans et demi, j'écoute et je reçois tout le monde, même M. Farage. Hein, je vous l'ai dit. Mais j'ai reçu lundi dernier Nicola Sturgeon, qui est le First Minister d'Écosse, qui est venu me voir, comme ce n'est pas la première fois. Je reçois le dirigeant des Pays de Galles, j'ai vu tous les dirigeants politiques d'Irlande, du Nord, mais je ne veux pas, monsieur, entrer dans le débat interne au Royaume-Uni. Hein. Je n'ai pas le droit, ce n'est pas mon rôle de faire ça. Même dans un petit comité où personne ne dit rien à l'extérieur comme aujourd'hui. Je peux avoir une opinion, j'ai des opinions d'ailleurs, mais je ne veux pas. Ce n'est pas mon rôle d'entrer dans le débat. Et je ne veux pas être l'objet de polémiques ou utilisé dans un débat national, interne au Royaume-Uni. L'unité du Royaume-Uni, nous la respectons. Et nous continuerons de la respecter. Monsieur, et ensuite, après. Vous avez exercé Où est-ce que vous êtes? Ici. Ah, pardon, Oui. Vous avez exercé votre talent diplomatique en bâtissant des consensus entre les pays européens par rapport aux règles existantes. Ces consensus ne vous ont pas amené jusqu'à présent à toucher le fonctionnement de l'Europe dans ce qu'elle a de fragile, en particulier, comme vous venez de le souligner, en n'étant pas une conception d'une solidarité fédérale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'avait plus la possibilité de continuer à œuvrer ainsi, parce que si l'on considère la base d'une stratégie britannique, il ne s'agit pas de créer ensemble des valeurs, il s'agit de la capter. Et la capter suscite une stratégie totalement différente, avec une définition, d'ailleurs dans la droite lignée de la tradition anglaise, divisée pour régner, où ils peuvent négocier avec chacun des pays, par exemple en établissant avec la puissance de la City des conditions préférentielles, ne serait-ce qu'avec
les Pays-Bas, qui n'est pas le premier pays qu'on considérerait comme a priori faible, sur l'absence de taxation des dividendes. Et donc, cette force de frappe de la City vous conduit obligatoirement à aménager des conditions de fonctionnement et des règles du jeu intra-européennes qui doivent évoluer pour être de nature très différente. Si vous ne le faites pas, comment arrivez-vous, avec le statu quo présent, à concilier une démarche qui amène l'Europe à être respectée par l'Angleterre si vous n'avez pas la capacité d'avoir un corpus de conception de ce qui est équitable et porteur? Oui, monsieur. Non, mais votre... Attendez, oui. monsieur tout là-haut, voilà. Oui, j'ai une question longue, mais pas trop. Et une question très courte. Je commence par la courte. Des fonctionnaires britanniques qui, à ma connaissance, ont comme particularité d'être à la fois des fonctionnaires du Royaume-Uni et des fonctionnaires. Donc je parle des fonctionnaires britanniques de la Commission européenne. Que vont-ils devenir? Est-ce qu'il y a une option pour qu'ils puissent rester fonctionnaires européens? Et là, l'autre question, c'était un petit peu pour revenir sur l'histoire de la construction européenne et voir si vous partagez cette lecture qui, j'espère, n'est pas trop caricaturale. Mais si on reprend depuis l'élargissement, il y avait une invitation forte du Royaume-Uni à élargir l'Europe, à faire qu'elle s'étende le plus loin possible à l'Est. Avec aujourd'hui ce constat qu'ils la quittent, alors même qu'ils ont pu finalement pousser à une certaine dilution et une certaine fragilisation du processus de décision en passant à 27 membres. Merci. Il y a une troisième, quelque part? Madame, et puis après... De la part des millions des Anglais qui pensent que Brexit est affreuse, qui veut bien rester en Europe, je veux dire merci pour votre patience. Often say that Brexit is a screw of patience. Mais la patience, c'est aussi une caractéristique ou une qualité nécessaire dans une négociation. Je n'ai jamais voulu m'énerver ni faire de polémique. J'ai toujours eu l'idée qu'on devait aboutir à un accord intelligent pour organiser le Brexit de manière ordonnée, sinon les premières victimes d'un Brexit désordonné auraient été les citoyens, et puis l'Irlande, et puis le budget. Après, on n'est pas au bout de cette négociation, donc je vais rester patient, mais je veux quand même rappeler que cette nouvelle négociation va se dérouler dans des conditions différentes, avec d'ailleurs des équipes différentes, et sur des sujets également plus complexes encore. Donc les choses vont être difficiles. En tout cas, merci, madame. Les fonctionnaires de nationalité britannique de la Commission européenne ou du Conseil restent. Ils sont fonctionnaires européens. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, pour différentes raisons, demandent une double nationalité, en France, au Luxembourg, en Belgique, en Irlande, mais ils sont fonctionnaires sous statut européen. Donc ils ont, comme je le suis aujourd'hui, un devoir de loyauté à l'égard des institutions. Et nous n'avons aucune raison de ne pas travailler avec eux. Ils sont fonctionnaires européens. Il n'y aura plus de recrutement de citoyens britanniques à partir du moment où ils ont quitté. Il n'y a plus de recrutement depuis le 1er février. Votre deuxième question,
permet d'insister sur peut-être l'ambiguïté ou le paradoxe ou le malentendu initial, malgré lequel moi j'ai fait campagne pour l'adhésion du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, il a adhéré au projet européen pour des raisons essentiellement économiques. C'était faire du commerce ensemble. Et la politique, on la faisait bilatéralement en dehors ou dans le cadre de l'OTAN. Et puis nous, les Européens, des pays fondateurs, le nôtre, l'Allemagne, évidemment l'Italie, le Luxembourg, la Belgique et le Pays-Bas, on a toujours eu, avec ceux qui nous ont rejoints depuis, une autre idée, une idée supplémentaire. Pas à la place d'eux. Nous avons toujours, comme le voulaient Schuman et Monnet, faire un marché commun, puis marché unique, des politiques communes, mais on a une idée de l'Europe qui est autre chose que celle d'un supermarché. Nous avons l'idée d'être un acteur. Et si je peux me permettre, n'oubliez jamais, je ne suis pas parti dans le bon sens, alors voilà. N'oubliez jamais ça. Hein. Si vous devez retenir une seule chose de notre rencontre ce soir, retenez ça. Hein. Si on n'est pas ensemble, on est foutu. Hein. Donc, pour dire les choses simplement. Donc nous voulons de l'Europe faire autre chose qu'un supermarché, même si c'est le supermarché qui fait que nous sommes respectés par M. Trump ou par les Chinois. Parce que nous sommes cet écosystème de 500 millions, bientôt un peu moins de consommateurs et de 22 millions d'entreprises. Alors, je veux relier les deux questions, la vôtre, monsieur, et celle-ci, en expliquant que, pour être précis, le Royaume-Uni ne peut pas négocier avec tel ou tel pays de l'Union européenne des accords particuliers. Hein. C'est juridiquement impossible. Ils ne peuvent pas négocier un accord de commerce avec la France ou avec les Pays-Bas. Ils ne peuvent pas négocier un accès des services financiers. Ces règles sont européennes. Et je vais les négocier au nom de l'Union européenne quand elles doivent être négociées, où nous allons les attribuer pour les services financiers ou les donner au titre de l'Union européenne. Ce sont les politiques mises ensemble, mutualisées. Et les règles et les pouvoirs sont partagés au niveau européen, mais il n'y a pas de négociation particulière. Alors, en revanche, dans le cadre de cette union, qu'il faut consolider peut-être avant de l'élargir, il y a des tas de changements à faire, parce que le fonctionnement n'est pas idéal aujourd'hui, hein, si c'est ça votre question. Sur le plan de la fiscalité, ça fait des dizaines d'années qu'on n'arrive pas à harmoniser les bases de l'impôt sur les sociétés, par exemple. Parce que les règles de la fiscalité sont élaborées à l'unanimité et qu'un ministre peut mettre un veto sur tous les autres. Et donc, oui, il y a des sujets, comme celui que je viens de citer, au moins les impôts qui touchent les sociétés, qui touchent les consommateurs, qui devraient être l'objet de règles communes et de bases communes. Ça, c'est les progrès que nous devons faire, hein, et mettre aussi dans certains domaines, y compris d'action extérieure, la majorité qualifiée. Moi, j'ai été commissaire au marché intérieur, et j'ai rebâti, après la crise, toute l'architecture de régulation financière. Hein. Cette crise financière qui a impacté de plein fouet tout le monde entier. On sait d'où elle est venue des États-Unis. Elle est venue de banquiers qui se sont cru tout permis. Ou plutôt à qui on a tout permis, hein, à force de dérégulation. Des produits toxiques, des bonus insensés, pas de régulation, pas de supervision. Ça, c'est le monde que l'Europe a parfois même encouragé dans le grand vent de la globalisation, ce que j'appelle le grand vent ultralibéral, qui n'a rien à voir avec le libéralisme. Hein. Le libéralisme, Adam Smith l'a dit mieux que moi, exigeait des règles, de la morale, de la gouvernance, et on a détricoté tout ça dans ce grand vent de mondialisation, dont les conséquences expliquent en partie le Brexit, hein, et le sentiment que l'Europe n'a pas protégé. Hein. On doit prendre du temps, je vous l'ai dit au début, pour examiner et pour étudier les raisons du Brexit dans les régions les plus pauvres, les plus en difficulté de Grande-Bretagne. Ce sentiment d'isolement, de ne pas être protégé, c'est trop tard peut-être pour tirer ces leçons au Royaume-Uni, ce n'est pas trop tard pour la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et d'autres régions. Hein. Quand vous regardez le vote Le Pen chez nous, on dit le populisme, ce vote rencontre un sentiment populaire, comme le Brexit.
le vote Le Pen, dans beaucoup de régions de France, où il atteint 45-48%, il suit 3 courbes, parallèlement. La courbe du chômage, notamment du chômage des jeunes, la courbe qui exprime la distance de votre maison à un médecin, et la courbe qui exprime la distance de votre maison à une gare. Si on ne comprend pas ce que ça veut dire, je ne parle pas des régions du Midland, je parle des régions d'Europe actuellement. Hein. Si on ne comprend pas ce que ça veut dire, si on n'écoute pas ce sentiment populaire, qui n'est pas du populisme, on doit écouter ce sentiment populaire, on doit le comprendre et on doit lui répondre. Et il y a des réponses à tous les niveaux, mesdames et messieurs, hein, qui sont urgentes au niveau régional ou local, les services de santé mutualisés au niveau des cantons, pour apporter une offre de soins proche des gens, même si ce n'est pas dans chaque commune, les circuits courts agricoles, les transports régionaux qui sont de la compétence des régions. Il y a des réponses nationales. Personne n'a obligé notre pays depuis 40 ans à abandonner une grande partie de son industrie. Et je suis heureux d'un nouveau volontarisme industriel que l'on voit dans le secteur du luxe, de construction de locomotives ou dans d'autres secteurs. Mais il est temps. L'Allemagne n'a pas abandonné son industrie. L'Italie non plus, la Suède non plus, l'Angleterre l'a abandonné en partie, et nous aussi, au profit des services. On n'était pas obligé de faire ça. Je sais de quoi je parle. Hein. J'ai été le président de la Savoie avec Péchinet et d'autres. On y aurait beaucoup à dire. Et puis il y a des réponses européennes, avec moins de naïveté dans nos échanges, plus de réciprocité dans le commerce. Le simple fait, il y a quelques années, quand j'étais commissaire, j'avais fait une lettre avec mon collègue chargé de l'industrie au président de la Commission, M. Barroso, pour lui demander de créer un observatoire des investissements étrangers en Europe. Savoir qui achète quoi chez nous. Et je me suis pris la porte dans la figure. C'est du protectionnisme français. Non. Aujourd'hui, le président de la République et d'autres ont obtenu, la Commission a enfin décidé de faire ça, qu'on sache qui achète quoi en Europe. Les Américains n'ont pas cette naïveté, les Russes non plus, les Chinois non plus. Et si on ne sait pas qui achète quoi, on ne peut pas défendre les actifs stratégiques auxquels on tient. Donc, tout se tient. Donc la nouvelle politique industrielle, c'est plus un gros mot, la stratégie industrielle européenne. Le nouveau commissaire, M. Breton, en parle avec beaucoup de compétences. Cette stratégie industrielle, c'était un gros mot il y a 5-6 ans. Et comment on peut se défendre contre les grandes compagnies internationales du numérique si on n'a pas un cloud commun, si on n'a pas des outils communs au niveau de ce marché unique? Voilà, donc je pense qu'on est en train de tirer les leçons, mais elles ne sont pas encore toutes tirées. Mais je recommande, au-delà des conséquences du Brexit, d'en examiner les leçons, et je recommande de ne pas confondre le sentiment populaire qui explique le Brexit en grande partie, avec le populisme. Voilà. Je vous en prie. Est-ce qu'on va prendre encore... Quelle heure est... Non, mais vous allez aller, on va aller boire un coup peut-être, hein, je sais pas. Vous avez le temps, hein. C'est vous qui décidez. Non, je prends encore une question et je vous laisse. Alors, monsieur, non, désolé. Donc, juste avant de boire un coup, on a compris que c'était très compliqué, mais peut-être que le président des États-Unis va encore compliquer la donne, puisque j'ai cru comprendre qu'il souhaitait initier une négociation entre les États-Unis et l'Europe dans les prochains mois. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Vous ne me demandez pas si je vais m'occuper de cette négociation. Si, en même temps. Est-ce que ça semble lié? Mais oui, je vais revenir en France. Je vais reprendre ma place dans le débat français parce que je pense que je peux être utile. Mais le moment venu, je veux d'abord terminer mon travail. Mais le président des États-Unis est dans une attitude assez rude à notre égard. Hein. Même à l'égard du projet européen lui-même. D'ailleurs, ça m'a déçu et inquiété de voir pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que le président des États-Unis ne soutenait pas le projet d'intégration européenne. Hein. C'est la première fois. Bon, il faut en prendre acte, il est ce qu'il est, il est choisi démocratiquement par les citoyens américains. Je pense que c'est l'intérêt commun de nos deux continents de coopérer ensemble. C'est l'intérêt commun du marché américain, qui est un très grand marché, du nôtre, qui est le premier marché mondial, d'avoir des liens, un jour un accord de libre-échange,
des échanges comme nous les avons déjà dans les services financiers. Donc ma réponse à votre question, c'est que je ne donnerai pas tort au président des États-Unis ni aux Européens si on recommence une discussion pour mieux coopérer, parce que s'il y a des synergies entre ces deux grands espaces économiques qui sont les deux plus grands du monde, ça doit produire du progrès, à condition que ce soit équilibré. Donc c'est ça dont il est question. Je préfère cette coopération, ce dialogue-là, plutôt que la guerre commerciale qui s'annonce ou qui a déjà été engagée. Donc je pense qu'il est d'intérêt commun d'avoir un dialogue avec les États-Unis, comme d'ailleurs un jour avec la Chine, et de garder un lien aussi avec la Russie. Mais c'est ça. Vous voyez bien, mesdames et messieurs, que ce type de dialogue, si on essaye de le mener tout seul, c'est peine perdue. C'est déjà difficile quand on représente toute l'Union, tout le continent européen et ce grand marché. Mais ça n'est possible que comme ça si on y arrive. Qu'au nom de l'Union européenne dans certains domaines. Il y a encore une dernière question et puis je vous laisse. Je vous en prie. Allez-y. Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir si vous craignez un éventuel fait domino ou pas, puisque vous avez des contacts très réguliers, même hebdomadaires, vous nous avez dit, avec l'ensemble des représentants des autres pays européens membres de l'Union. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce sujet. Je ne le crois pas, mais il faut faire attention. J'ai visité tous les parlements nationaux au moins 3 ou 4 fois, et je continue. Je rencontre dans ces parlements des populistes en Italie, dans tous les autres pays. J'écoute. Je n'entends plus, ni en France ni dans ces pays, des responsables politiques dire la même chose qu'il y a 3 ans. Nous n'entendons plus Mme Le Pen dire qu'il faut sortir de la zone euro, ni M. Salvini. De mon point de vue, il faut faire attention parce que c'est temporaire. Mais en tout cas, ils ne disent plus ça. Et ils ne font plus campagne sur ces thèmes-là. Peut-être est-ce une des conséquences de la négociation qu'on a menée, que j'ai menée objectivement, mais qui montre que ce n'est pas si facile que ça et pas si positif que ça de sortir de l'Union européenne. En tout cas, on perd par rapport à la situation d'aujourd'hui. Même si je n'ai pas fait exprès de le démontrer, c'est une des conséquences. Quand on quitte l'Union européenne, quand on veut quitter l'Union européenne, on doit prendre ses responsabilités, être prêt à assumer ce que je répète aux Britanniques aujourd'hui. Vous pouvez quitter, vous quittez, nous respectons, mais vous devez assumer les conséquences. Nous ne les assumerons pas à votre place. Mais il faut faire attention. Pour les raisons que j'ai expliquées dans ma précédente réponse, où je vous ai dit ce que je pense, ce sentiment populaire sur lequel se fonde ce populisme, même si ce n'est pas la même chose, il utilise le sentiment populaire, le populisme. Ce sentiment populaire, il faut l'expliquer, il faut le comprendre, il faut y répondre. Sinon, on peut avoir d'autres réactions irrationnelles qui mettent en cause l'Europe ou qui la rendent responsable de tout ce qui ne va pas, alors que ce n'est pas juste. Mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas lutter contre un mouvement irrationnel. Donc il faut maintenant faire attention à ce que je pense. Et l'action que j'ai décidé de continuer aussi longtemps que j'aurai cette capacité d'enthousiasme et d'indignation que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai depuis le début de ma vie publique, je vais la mettre au service, cette capacité, au service de cette négociation, mais je voudrais aussi la mettre au service dans mon propre pays, dans notre pays, pour qu'on tire ces leçons. Voilà. Merci en tout cas et bonne soirée. Ce qui fait que... Ce qui m'oblige à faire la conclusion suivante, vous ne pourrez pas refuser l'année prochaine, quand vous serez libéré de votre négociation avec les Anglais, de revenir ici, tirer avec nous les leçons de toute cette histoire. Donc merci Michel Barnier infiniment. Le 5 mars, je dis ceci parce que les cartons d'invitation ont mis du temps à partir, donc dans 15 jours, exceptionnellement le 5 mars,
nous recevons Jean-Pierre Raffarin. Donc, vous êtes tous évidemment cordialement invités.